L'avenir, quel avenir pour l'assurance maladie? C'est sur ce thème qu'on va vous entendre, mais peut-être avant ça, que vous inspirent les premiers témoignages qu'on a vus ensemble à l'instant? Beaucoup de convergence sur la manière de poser les questions. Tout ça procède, je pense, d'échanges que nous avons et qui, si vous me permettez d'ouvrir mon propos, s'inscrit vraiment dans, je remercie Jean-Claude Barbeau et l'ADCAM, dans un moment où il est important, en effet, de pouvoir ainsi se poser pour essayer de réfléchir à ce que sont les enjeux du système de santé, les enjeux de notre modèle de protection sociale. Et évidemment, vous êtes des dirigeants d'organismes de l'assurance maladie, la place que nous avons vocation à occuper. Vous le savez, je ne vous vois pas parce qu'il y a de la lumière, mais vous êtes nombreux ici à être des dirigeants d'organismes. Je salue le fait d'ailleurs que l'ADCAM ait ouvert ce colloque à toutes les composantes du réseau. Je pense que c'est une très bonne chose, de même que vous l'avez ouvert à d'autres régimes partenaires. Et nous étions réunis, beaucoup de ceux qui sont ici, en séminaire réseau à Poitiers pour précisément consacrer une partie de notre temps de travail à essayer d'engager un chantier de réflexion qui sera important, notamment dans la préparation des futures échéances qui nous attendent fin 2017 dans le cadre de la négociation d'une COG qui donc préfigurera notre prochain projet d'entreprise. Il y a donc du coup beaucoup de réflexions conjointes que nous avons amorcées, que nous allons prolonger, et je pense que ces 2 journées, demi-journées qu'organise l'ADCAM vont venir, compte tenu de la qualité des interventions à partir de, je ne m'inclus pas dans ce qualificatif, qui vont, je pense, pouvoir aussi nous éclairer dans ces travaux. Ce que je vais vous dire pour essayer de tracer quelques perspectives, pour une part, vous m'avez déjà entendu le dire, notamment à Poitiers, mais je vais le redire pour une part volontiers, parce que comme vous savez, il y avait un absent à Poitiers, c'était Jean-Claude Barbeau, qui avait un lumbago, et donc je pense que c'est normal que je puisse pour partie redire des choses qu'il n'a pas pu entendre il y a quelques mois. Ça a été dit dans le petit film, je pense que c'était par Sarah, les Français sont attachés à notre modèle. Je pense que dans tout ce qui forme le pacte social, je le dis depuis que vous m'entendez parler devant vous, je pense que la couverture des dépenses de santé constitue dans tous les éléments de notre pacte social ce sur quoi il y a le plus fort consensus et le plus fort attachement. Et pour autant, ils le disent aussi, il y a une inquiétude sur la capacité que nous aurons dans les prochaines années à finalement répondre à leurs 2 principales attentes, celle de l'accès aux soins et celle de la soutenabilité du modèle. Autour de ces 2 mots se définissent évidemment ce que me paraissent être les 2 grands enjeux dont il faut que nous débattions, sur lesquels nous allons échanger, parce que évidemment c'est le cœur de nos 2 grandes priorités d'action. Je commence par l'accès aux soins. Vous vous souvenez que depuis 2 ans que je suis parmi vous, je vous ai toujours dit que pour moi, l'accès aux soins était le cœur de notre mission. Car finalement, quand on réfléchit, tout y ramène, tout en découle. Et que l'on prenne nos missions, bien sûr, d'accès aux droits, mais aussi de performance dans la qualité de service et aussi de régulation du système de santé, de maîtrise de la dépense. Tout finalement revient à cette mission clé sur laquelle l'attente est la plus forte. C'est d'ailleurs la première des ambitions qui figure dans la COG et dans le projet d'entreprise. Je vais très vite aller parce que ce sont des sujets trop bien connus de vous tous sur les questions d'accès aux droits, que ce soit les droits de base. Je crois que nous avons sur les droits de base avec la PUMA un cadre qui s'est rénové, qui s'est simplifié et qui est relativement stable. Et nous avons sur l'accès aux droits complémentaires des dispositifs CMUC, ACS qui sont en train de se développer. Nous aurons, je pense, sur 2016 de fortes progressions, aussi bien sur l'accès à la CMUC qu'à l'ACS. Mais j'en viens à l'essentiel, nous le partageons suffisamment ensemble, l'accès aux droits ne répond pas entièrement à l'attente de nos assurés. Il y a l'accès aux droits, il y a par-delà l'accès aux soins. Et ouvrir des droits est une réponse nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Parce que nous savons que les phénomènes de renoncement aux soins perdurent
et qu'il y a dans tous nos publics, que ce soit les plus défavorisés que parfois des assurés qui connaissent des ruptures, des fractures professionnelles, familiales, il y a des moments où à un moment donné le renoncement aux soins se produit et il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans le système qui est, comme nous l'avons, l'ensemble des leviers, des compétences permettant d'apporter une réponse qui peut accompagner un assuré jusqu'à l'accès aux soins. C'est pour ça que, au-delà de la démarche Planir qui s'est engagée depuis maintenant 3 ans et demi au sein de l'assurance maladie et sur lequel nous avons déployé un certain nombre d'actions nationales en 2016, vous savez l'attachement que je porte au fait que nous puissions progressivement étendre à l'ensemble du réseau, à toutes les composantes du réseau, cette démarche qui a pris son nom de code dans le Gard, qui est la démarche FIDAS, et qui se propose d'aller justement au bout de cette logique en mobilisant l'ensemble des compétences des organismes, des caisses, du service médical, du service social et des centres d'examen de santé. On peut s'interroger, et il est possible que certains s'interrogent pour savoir jusqu'où c'est vraiment notre mission que d'aller au bout de cet accompagnement individualisé, personnalisé de certains assurés, au-delà de la simple ouverture des droits qui répond à des cadres juridiques et réglementaires bien définis. Je vous le dis, vous savez quelle est ma conviction, je pense que c'est clairement de notre responsabilité que de s'engager dans cette voie, tout simplement parce que nous avons les ressources et les compétences pour le faire et que nous sommes les seuls, je crois, à avoir cet ensemble de compétences liées à la diversité des éléments que je rappelais, fonction d'accueil, fonction administrative, service médical, service social, centre d'examen de santé. Quand nous pouvons être efficaces et agir, nous devons agir. Il y a cet accompagnement personnalisé, il y a tout ce que nous devrons poursuivre dans la levée des obstacles financiers dans l'accès aux droits et aux soins, ce qui renvoie évidemment à tout ce qui perdurera, je pense, en tout cas je l'espère, dans les prochaines années, dans les lignes directrices que nous suivons dans les négociations conventionnelles que nous conduisons. Nous avons été amenés avec les médecins libéraux à, je dirais, structurer les échanges que nous avons eus en vue de la convention que nous venons de signer, avec cet objectif que de favoriser l'accès aux soins en valorisant les tarifs opposables, en valorisant des pratiques tarifaires maîtrisées. C'est la négociation que nous avons en ce moment même avec les chirurgiens dentistes et dont je vous dis un mot. C'est une négociation qui est ambitieuse, qui est compliquée, dont le résultat est incertain à l'heure où je vous parle. Pourtant, nous avons proposé ce que je considère être comme une avancée très forte, on pourrait même la qualifier d'historique, puisque dans les propositions que je serai amené à formuler dans les prochaines heures, nous serons sur un ensemble de revalorisations qui, échelonnées sur les années 2018 à 2021, sur 4 ans, représenterait, si un accord était conclu, un investissement de l'assurance maladie obligatoire de 800 millions d'euros sur 4 ans, 18, 19, 20, 21. Mais avec une contrepartie qui a été posée comme un invariant de la négociation dès le début, c'est-à-dire évidemment le retour d'une forme de plafonnement sur une bonne partie des actes prothétiques. C'est donc un effort historique, mais c'est aussi, je dirais, un retour dans une forme de responsabilité tarifaire qui est la condition pour essayer de réduire ce qui caractérise aujourd'hui le soin dentaire en France, c'est-à-dire un renoncement aux soins qui est autour de 17% sur les actes prothétiques, parce que le reste à charge est en moyenne de 23%. Cette proposition serait évidemment très favorable aux assurés. Elle améliorerait l'accès aux soins, elle valoriserait le soin. Or, c'est le soin qu'il faut valoriser, qu'il n'a pas été suffisamment depuis une quinzaine d'années, puisque nous n'avons pu revaloriser ces tarifs depuis longtemps. Et enfin, il serait évidemment favorable également aux chirurgiens dentistes, puisque nous estimons qu'à peu près les 3/4 d'entre eux seraient dans l'équilibre entre les revalorisations et les effets des plafonnements, gagnants dans ce nouvel équilibre économique. C'est évidemment parce que c'est un renoncement à une forme de liberté tarifaire, évidemment une question qui est lourde, qui est sensible, qui est difficile pour des syndicats que d'endosser la responsabilité d'une telle réforme. Il y a toujours un risque à évoluer, quand bien même certains sont convaincus de ce que c'est dans la bonne direction et dans cette direction qu'il faut aller.
Mais aller dans une direction, bouger les lignes, c'est parfois faire quelques perdants, et c'est toujours évidemment quelque chose de délicat que de mettre sa signature, entre guillemets, au bas de ce type de parchemin. Donc nous allons essayer dans les prochains jours de voir s'il est possible de réussir cette négociation. Comme vous le savez, si malheureusement tel n'était pas le cas, alors prendrait prochainement le relais une procédure de règlement arbitral qui devrait aboutir d'ici la fin du mois de février. L'enjeu des 10 prochaines années sur l'accès aux soins, ce sera certes ces sujets de renoncement aux soins liés à des obstacles financiers. Je pense que ce qui va être un sujet omniprésent pour nos concitoyens, ce sera le sujet, pour beaucoup de territoires, de la difficulté d'accéder à une offre médicale. Le plus souvent, comme vous le savez, s'agissant de trouver un médecin généraliste ou un médecin spécialiste. Nous sommes au début d'un processus qui va encore durer précisément une petite dizaine d'années et qui va donner lieu, je pense, à une exacerbation des tensions sur le territoire. Il n'y a, vous le savez, aucune martingale pour régler cette question. Supprimer le numerus clausus aujourd'hui ne serait d'aucun effet pour les 10 prochaines années. Croire que nous pourrions imposer des lieux d'installation aux médecins est une vue de l'esprit, car ce ne serait pas politiquement réaliste que de le croire. Et il y aura donc une manière d'essayer de pallier les effets de cette tension démographique qui sera de progresser sur les organisations et sur les pratiques, de favoriser davantage des regroupements professionnels, de favoriser les délégations de tâches, de mieux organiser les parcours, les prises en charge coordonnées, de simplifier les conditions d'exercice pour libérer du temps médical et d'accélérer évidemment le déploiement des innovations technologiques et notamment la télémédecine. Et donc ces sujets-là, n'ont pas manqué, seront des sujets stratégiques sur lesquels l'assurance maladie a vocation à s'investir tout particulièrement. Le deuxième enjeu stratégique après l'accès aux soins, c'est la soutenabilité. C'est là que probablement aussi nos concitoyens ont des doutes. Ils ne sont pas certains que nous serons capables de tenir le modèle. Et vous savez, nous savons tous que l'équilibre de la branche maladie est devenu maintenant un impératif sur lequel, quelles que soient les majorités politiques qui seront désignées par le suffrage universel dans les prochains mois, personne ne transigera. Et c'est parce que nous saurons atteindre cet équilibre de la branche, dont nous sommes proches par ailleurs, puisque nous avons un déficit qui en 2016 sera un peu supérieur à 4 milliards, et la prévision sur 2017 sera de 2,6 milliards et de 2,6 milliards. Ce qui est rapporté d'ailleurs à 200 milliards situe le déficit au regard de la dépense à peu près à 2%, ce qui est un résultat bien plus favorable qu'est le résultat du déficit de l'État, qui se situe autour de 80 milliards sur une dépense totale de 350. Donc on n'est quand même pas tout à fait dans la même situation. Mais il n'empêche que pour la sécurité sociale, je pense que cet impératif de l'équilibre, je pense, sera maintenant durablement notre objectif. Et vous savez que pour cela, il n'y a pas de réforme paramétrique qui tienne, puisque notre, je dirais, tâche annuelle, notre défi chaque année, sera de parvenir à ramener une évolution spontanée de la dépense, un tendanciel, comme on le dit, qui se situe autour de 4%, à ce que nous savons financer au regard de ce qu'est la dynamique de nos ressources, c'est-à-dire à peu près 2%. Et ce sera ainsi, dans la durée, notre principal, je l'ai dit à Poitiers, enjeu en termes de crédibilité. Ça a été rapidement dit dans le petit film, nous connaissons les mauvaises solutions. Nous connaissons ce que peut être facialement une manière de ne pas régler le problème. C'est par exemple le déremboursement, c'est le transfert de dépenses ou de risques de l'assurance maladie obligatoire vers les complémentaires. Notre sujet, quand on raisonne sur la réduction des déficits, c'est un sujet non pas de transfert à l'instant T, c'est de pouvoir chaque année équilibrer la progression de nos charges et la progression de nos ressources. Et quand on
veut transférer une partie des dépenses, notamment ce qui revient le plus souvent, c'est un vieux serpent de mer, c'est le petit risque, eh bien cela signifie tout simplement qu'on décide de transférer, entre guillemets, la dépense qui évolue peu pour ne garder que la dépense qui évolue fort. Car comme vous le savez, la dépense ou les frais de santé des assurés qui sont en ALD progressent 5 fois plus vite que la dépense des assurés qui ne sont pas en affection de longue durée. Et donc ce type de manière de régler le problème aggraverait en réalité nos difficultés à équilibrer la branche plutôt que le contraire. Évidemment, cela creuserait aussi les inégalités de soins, cela fragiliserait, je pense, notre capacité à réguler le système de santé. Et c'est pour ça, je pense que ces pistes, si elles ont été évoquées un temps, je pense, ne sont pas ou ne sont plus d'actualité. Et comme je vous l'ai dit à Poitiers, je suis convaincu que si la voie du déremboursement n'est pas une bonne solution, nous n'arriverons à garantir ou à assurer la soutenabilité de notre système qu'en faisant aussi évoluer nos mécanismes de régulation. Si nous avons réussi ces dernières années à tenir l'ONDAM en deçà de 3%, vers 2,5%, et puis maintenant aujourd'hui 2%, parenthèse, nous tiendrons, je pense, l'ONDAM 2016. Vous m'avez entendu à Poitiers vous faire part, je dirais, de ce qu'étaient les tensions, à défaut des inquiétudes. Je pense que les dernières indications que nous avons, notamment sur les dépenses de décembre, sont plutôt encourageantes et réconfortantes. Si nous avons, je dirais, réussi à tenir ces ONDAM successifs et de plus en plus exigeants, c'est dans un mixte d'actions de régulation qui portent aussi bien sur la maîtrise des prix, des tarifs, et sur nos actions de fond, sur la pertinence des actes, sur l'efficacité de nos organisations et des parcours. Je pense que nous serons amenés, nous devrons dans les prochaines années bouger ce mixte de sorte que nos efforts de régulation soient renforcés dans la maîtrise des volumes plus que sur la maîtrise des tarifs et des prix. Il faudra des deux, mais je pense que le mix devra évoluer. Nous aurons toujours sur les prix des médicaments des sujets difficiles. Cela a été dit. Les niveaux de prix qui sont demandés par beaucoup d'industriels s'agissant d'innovation thérapeutique, dont par ailleurs l'impact et l'efficacité thérapeutique n'est pas toujours démontré, est un vrai sujet. Et nous avons parfois des prix qui sont demandés et parfois négociés qui me semblent totalement exagérés et, à force, peuvent réellement nous mettre en difficulté. Mais au-delà des prix des produits de santé sur lesquels il faudra rester extrêmement vigilant et actif, nous voyons bien que la manière dont nous avons jugulé les tarifs sur les producteurs de soins en établissement et en ville a eu évidemment pour effet de ce que les volumes, forcément, se sont ajustés à la hausse. Et donc l'enjeu très fort sur lequel nous serons amenés, assurance maladie, en partenariat avec l'ensemble des acteurs du système de soins, et notamment les agences régionales de santé, ce sera d'améliorer nos dispositifs de régulation sur la pertinence et la qualité des soins, sur une meilleure structuration de l'offre, sur une meilleure organisation et coordination des professionnels de santé, par l'amélioration des parcours et la diffusion maîtrisée des innovations technologiques, organisationnelles et bien sûr la prévention. Ce sont d'ailleurs les mêmes, vous l'avez vu, solutions qui convergent pour à la fois répondre à la question de la régulation, freiner ce tendanciel, réduire intelligemment la dépense de santé et de répondre à la question de l'accès aux soins liés à la pénurie de certains professionnels sur les territoires. J'en déduis 4 pour conclure, enjeux qui me paraissent importants et transversaux pour l'assurance maladie et qui constituent autant des défis que des lignes stratégiques. Le premier, c'est celui de la performance par la simplification. Nous avons globalement gagné la bataille de la performance en termes de délai des remboursements. Nous avons encore un petit sujet sur les prestations en espèces, mais dont nous savons qu'il est lié aussi à un enjeu de simplification de la réglementation sur les salariés qui ont des parcours professionnels discontinus. Sur le délai moyen de versement de la première hygiène non subrogée, nous aurons fini l'année
à 27 ou 28 jours, c'est-à-dire en deçà de notre objectif de 30 jours. Donc c'est une réussite. Nous savons simplement que nous avons sur certains publics un petit sujet sur des délais un peu plus longs que ce que révèle ce chiffre moyen. Il ne s'agit pas, vous disant que nous avons globalement gagné la bataille des délais, de dire qu'il faut évidemment relâcher l'effort, parce que si nous le relâchions, nous serions instantanément, quelque part lourdement sanctionnés, pénalisés. Nos assurés se sont habitués à des délais rapides, il faut évidemment être capable de les maintenir. Mais aujourd'hui, nous le voyons bien, l'attente de simplification, de rapidité, d'instantanéité s'est diffusée au-delà du seul remboursement et il touche finalement l'ensemble de nos démarches, de nos interactions avec tous nos publics. Bien sûr les assurés, mais aussi les professionnels de santé et je n'oublie pas les entreprises sur lesquelles, vous le savez, une mission déléguée a conclu et produit des pistes d'évolution tout à fait intéressantes. Simplifier nous permettra évidemment de gagner en productivité et de faire gagner du temps à nos publics, d'améliorer les conditions d'exercice des professionnels de santé, donc libérer du temps médical et favoriser l'accès aux soins. Je dis un mot du tiers payant qui, je vous le dis, s'est inscrit durablement dans le paysage. Et il continuera de se développer dans les prochaines années. Quelle que soit l'évolution du cadre législatif, car tout cadre législatif peut forcément évoluer, et je ne sais s'il évoluera. Mais quand bien même il évoluerait, nous avons déjà une réalité qui est là. Je suis frappé de voir que sur les assurés en affection de longue durée ou en maternité qui ont été concernés par l'étape du 1er juillet 2016 et qui sont concernés par le fait que c'est devenu un droit au 1er janvier, qu'est-ce que nous avons observé au cours des 2 dernières années? Eh bien, finalement, une progression continue des actes médicaux, des consultations qui sont faites en tiers payant, et bien avant la date du 1er juillet 2016. Car moi, les chiffres dont je disposais en arrivant fin 2014, début 2015, c'était que c'était à peu près 50% des consultations qui étaient faites en tiers payant pour les ALD. Nous sommes aujourd'hui à 76%. Et cette progression, en réalité, n'a pas démarré au 2 juillet 2016. Elle a été continue au cours des 24 ou 18 derniers mois. Il y a donc, je pense, une tendance de fond qui tient aussi au fait que nous sommes sur un financement 100% AMO et nous savons que le tiers payant, avec la sécurité sociale, quel que soit le régime, fonctionne évidemment très convenablement. Et donc je pense qu'au moins sur cette partie-là, le tiers payant est durablement installé dans le paysage. Je n'exclus pas qu'il s'étende progressivement dans la pratique des professionnels de santé dans les prochains mois. Nous avons donc du coup un enjeu très fort et auquel je tiens beaucoup parce que nous avons pris des engagements pour que cette promesse de simplicité, de sécurité, de rapidité soit évidemment honorée. Mais plus largement, le chantier que nous avons devant nous, c'est celui de l'innovation digitale. C'est un chantier que nous avons ouvert, sur lequel l'assurance maladie, je veux dire, produit des innovations. Nous avons fait 2 coding dojo, nous en produisons un 3e. Tout cela fourmille d'idées et de projets. Nous avons créé une filière digitale pour accélérer le rythme de production de nos nouveaux services digitaux. Les missions déléguées qui s'organisent au sein du CNG sont elles-mêmes de fortes productrices de nouveaux projets de téléservices. Je pense à la mission déléguée 21 dont j'ai parlé sur les entreprises, mais aussi de la mission déléguée 22 sur les relations avec les médecins. Et je ne doute pas que la suivante, la 23, sur la fonction informatique et la place du réseau dans l'évolution des systèmes d'information sera également une contribution intéressante. Deuxième enjeu, la proximité. Vous connaissez mes convictions. Nous sommes une institution qui, évidemment, a vocation à rechercher l'efficacité maximale sur les grandes fonctions de production, mais nous devons aussi assumer, et nous assumerons de plus en plus demain, des missions de contact, d'accompagnement, de dialogue.
Et c'est une clé précisément pour être plus efficace dans les enjeux de régulation et d'accès aux soins que j'évoquais précédemment. Accompagner nos assurés, accompagner les professionnels de santé dans les territoires, dans leur capacité à progresser en termes d'organisation et de bonne gestion coordonnée des parcours des patients. Cela veut dire donc, vous le savez, conserver notre organisation territoriale en la consolidant par un haut niveau de performance. C'est la démarche que nous avons engagée dans le cadre de TRAM. C'est plaider le fait que la maille départementale est une maille très importante pour être au rendez-vous de ces enjeux. Cela veut dire aussi investir, parce que être présent dans les départements, ça n'est pas être dans le statu quo, c'est donc aussi d'investir dans des nouveaux métiers d'accompagnement, de contact, élargir l'éventail de nos missions, enrichir les compétences de nos collaborateurs, les former, les qualifier, et être capable à la fin d'en augmenter le nombre. Et donc des choix aussi dans les redéploiements de collaborateurs à la faveur des départs à la retraite. Vous le savez, quand nous gérons un remplacement pour un départ à la retraite, il ne s'agit pas uniquement de respecter une trajectoire d'emploi et de réduction des emplois, il s'agit aussi d'en profiter pour pouvoir nous réorienter. J'insiste, mais là le temps passe et je vois, parce qu'il y a un chronomètre, que je suis invité à accélérer. Cet enjeu de proximité, c'est aussi un mot, on en dira un mot avec Anne-Marie Armentéra de Saxé tout à l'heure, sur le rôle que doit jouer l'assurance maladie, plus que nous le faisons aujourd'hui, dans l'accompagnement des structures de soins sur le territoire, leur meilleure organisation, accompagner tout simplement les projets de maisons de santé pluridisciplinaires au moment où ces projets naissent et au moment où ces structures, je dirais, rentrent dans le cadre conventionnel. Il ne suffit pas d'y entrer, il faut ensuite pouvoir réussir à évoluer et s'y installer durablement. Il y a là des fonctions d'expertise et d'accompagnement que nous devons développer davantage. Et je n'oublie pas les réflexions ouvertes dans le cadre de la mission déléguée 22 pour concevoir autrement la manière dont nous accompagnons individuellement les médecins avec des approches plus personnalisées qui croisent ce que sont nos programmes nationaux et ce que sont aussi leurs attentes et leurs points de difficulté. Troisième enjeu, après la simplification, la proximité, le partage des données de santé. Le pari de la qualité et de l'organisation des soins passera, j'en suis convaincu, par un plus grand partage et donc une meilleure exploitation des données de santé. L'assurance maladie devra répondre à cette attente en proposant des services enrichis, plus complets, aux professionnels de santé, pas seulement d'ailleurs aux médecins, mais aussi à d'autres professionnels de santé, je pense aux infirmières, aux infirmiers, aux établissements, aux maisons de santé pluriprofessionnelles, avoir des services à plus forte valeur ajoutée à partir des données dont nous disposons, avec des profils de prescription immédiatement accessibles, des comparaisons de patientèle, de pratiques, pour permettre à tous les professionnels de santé d'avoir des éléments de comparaison. On peut aussi évidemment penser à des analyses de cas patients dans le cadre des retours d'informations que nous leur devons. Il s'agit évidemment aussi de favoriser le partage de l'information entre professionnels, pas uniquement dans la relation que nous avons, nous, Assurance Maladie, avec eux, donc par le déploiement de nouveaux outils. Le dossier médical partagé, Jean-Claude Barbeau y a fait allusion parce que dans les 9 départements, il y a l'Indre-et-Loire, est une réponse, je l'espère, importante, mais c'est une des réponses qui devrait être complétée par d'autres outils de partage de l'information qui ont vocation à venir compléter le DMP. En tout cas, il est clair que l'assurance maladie, je dirais, aura à cœur de réussir ce déploiement du dossier médical partagé qui, j'espère, sera généralisé avant 2025. Quatrième et dernier enjeu, favoriser l'innovation sous toutes ses formes et probablement, du coup, réfléchir à une évolution de nos outils de financement. Je ne parle pas de l'innovation thérapeutique, elle arrive toute seule, et comme je vous l'ai dit, elle n'est pas sans nous poser des difficultés en termes de niveau de prix demandé par certains industriels. Je pense davantage à l'innovation liée au déploiement de la e-santé, des technologies numériques et de l'adaptation de nos organisations. Nous en avons besoin et
le constat que nous pouvons faire, c'est que ces innovations organisationnelles, technologiques n'avancent pas suffisamment vite. D'abord parce que nos procédures et nos circuits d'instruction et d'évaluation peuvent parfois être longs, parce qu'ils sont exigeants. Ensuite, parce que nos outils de financement sont cloisonnés et rigides. Et enfin, parce que nos méthodes d'expérimentation, je vais le dire comme ça, sont insuffisantes. Nous avons des modes de tarification qui sont trop cloisonnés, par secteur de soins, établissement, ville, par profession de santé, et qui fondamentalement ne rémunèrent ou ne valorisent que des actes pour les uns ou des séjours pour les autres. Et ainsi, il devient très difficile de trouver les éléments d'incitation, de valorisation, de ce que nous voulons au contraire favoriser demain, c'est-à-dire du travail en équipe, une capacité à valoriser la gestion coordonnée d'un parcours, d'un épisode de soins, la rémunération d'une performance, d'une qualité dans une prise en charge. C'est évidemment un élément clé pour casser ce qu'est le risque de tout système de régulation qui, gelant les prix, doit malheureusement gérer la course des volumes. Il faut remettre de l'intelligence médico-économique et réinvestir par du sens médical et économique, donc par des outils de tarification, dans ce type d'orientation et de piste. Pour cela, nous ne ferons pas un Big Bang. Il serait déraisonnable de croire que tout d'un coup sortirait, dans le cadre d'une loi de financement de la sécurité sociale, une refonte intégrale de la T2A ou de la CCM médicale. Il va donc falloir expérimenter et apprendre mieux et à mieux expérimenter. Et donc ce sera, je pense, un enjeu très fort pour notre système de santé dans les prochaines années, je l'espère dans les prochains mois. Nous avons d'ailleurs commencé avec la DGOS et les autres directions à réfléchir ensemble à ce sujet, parce que ce sujet, nous devrons le porter ensemble. Nous devrons le porter évidemment en nous appuyant sur les territoires, mais aussi en nous dotant d'une capacité de pilotage national et aussi de financement, je le crois, national de ces expérimentations. Je conclus. J'ai une grande confiance, je vous le dis parce que je vous le répète d'ailleurs, parce que je le pense, dans les forces de l'assurance maladie. Nos atouts sont réels parce que notre modèle, je pense, fonctionne. Il repose évidemment sur un haut niveau de performance, sur la force d'un réseau qui est à la fois innovant et structuré, qui marche bien, qui est coordonné, et aussi à la diversité, à la complémentarité de nos missions, et enfin à notre maillage territorial. Et puis je le dis sans aucune flagornerie, parce que je ne suis pas un flagorneur, ça tient aussi à la qualité des équipes dirigeantes de cette maison. Et cette maison, c'est l'institution au sens large. Je pense évidemment aux directeurs d'organismes qui sont ici présents, mais je pense plus largement aux équipes de direction en général que je rencontre, avec qui je parle quand je vais dans une caisse primaire ou dans une DRSM. Et moi, je suis, je vous le dis, assez bluffé par la qualité des cadres dirigeants de l'institution que j'ai le plaisir de diriger depuis 2 ans. Il y a à la fois de l'engagement, il y a des convictions, des valeurs, ça compte, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, ce qui me marque le plus, c'est qu'il y a une curiosité, une envie d'avancer, un goût du changement, même presque une crainte de ne pas être suffisamment en mouvement, comme si l'absence de mouvement risquerait de nous faire tomber. Et tout cela forme un ensemble qui est par ailleurs, je dirais, divers, parce que les compétences sont diverses. Il y a des profils administratifs, juridiques, médicaux. Et puis, il y a par ailleurs toutes les générations dans cette équipe dirigeante, avec, je le souligne, un équilibre femmes-hommes que je trouve tout à fait remarquable et je m'en félicite. Et donc cette qualité est évidemment un atout formidable dans l'accomplissement de nos missions, dans la diffusion d'une culture managériale qui doit être évidemment efficace mais respectueuse de tous et de tous nos collaborateurs, et puis pour avancer dans le champ du partenariat. Parce que l'assurance maladie ne sera forte et efficace que si elle travaille et aime travailler avec les acteurs qui, autour d'elle, sont tous nos acteurs naturels,
que ce soit des acteurs professionnels, industriels et évidemment l'ensemble des autres acteurs publics avec lesquels nous avons vocation à travailler très étroitement. Ce que j'attends de vous, puisque j'ai ici l'association des directeurs des caisses d'assurance maladie, ce que j'attends de vous, et c'est vrai aussi bien du niveau national que du niveau local, c'est que vous preniez toute votre part pour effectivement diffuser le sens, l'importance des défis et le sens des actions qu'il nous appartiendra de mener aussi bien vis-à-vis de vos collaborateurs que de nos partenaires extérieurs, et que vous fassiez vivre ce dialogue avec tous les acteurs et tous nos partenaires, parce que je pense que c'est un gage d'efficacité. Et enfin, et ce sera mon dernier mot, que vous sachiez rester comme vous l'êtes, à la fois critique, parce que je sais que vous savez l'être, mobile, innovant et créatif. Et je pense que c'est avec ces 4 qualités que l'assurance maladie conservera sa force et continuera d'être une institution à la fois vivante, parce qu'elle l'est, attendue et respectée. Merci beaucoup.